Bien, nous continuons ces tables rondes passionnantes. Je vous l'avais dit avec Sandrine en introduction que la place du patient est forcément au cœur des grandes tendances de la e-santé, pas que pour cette 9e édition, mais pour celle-ci, on a encore renforcé le contenu avec cette table ronde donc e-santé quand la recherche monte en puissance au bénéfice des patients, dont l'objectif est de montrer qu'il faut bien sûr travailler très en amont avant que ces innovations soient présentes. On aura une deuxième table ronde dans quelques minutes qui va pouvoir tester notamment ces aspects d'innovation. Donc nous avons la chance d'avoir nos 4 invités. Corinne Blachier-Boisson, vous êtes la présidente d'Amgen. Vous avez également Axel Ayad, donc en tant que patiente, mais également aussi représentante d'association et CEO également de Mapato, donc une entrepreneur pour cette belle start-up. Et puis également Benjamin Garel, vous êtes le directeur général donc, du Paris-Saclay Cancer Cluster. Et enfin, Reda Guilla, vous êtes le président de Pfizer France. On va commencer avec vous, Benjamin. Vous êtes donc le directeur général du Paris-Saclay Cancer Cluster, donc tout le monde ne connaît peut-être pas encore, c'est assez récent. Ça a été passionnant lorsqu'on a échangé ensemble, puisque c'est un nouveau lieu unique, vous allez en parler, 100 000 m², enfin pas mal d'éléments très intéressants. Quand on a commencé à préparer cette table ronde, vous m'avez dit, Jérôme, moi, on va parler de science, on va parler de recherche. Déjà vous dire, est-ce que vous savez que la place de Paris est la 2e derrière Boston au niveau international sur la production en fait, de contenu scientifique. Donc en quoi, Benjamin, c'est important d'avoir ce positionnement en haut du classement pour la France et bien sûr pour les patients qui nous regardent? Oui, le Paris-Saclay Cancer Cluster, c'est une fondation à but non lucratif qui est là pour que la France innove et transforme l'excellence de sa recherche scientifique en solution pour le patient. Ce qu'on voit, effectivement, c'est ce que tu disais, c'est que la France, en oncologie, nous, on est centré uniquement sur l'oncologie. La France, en termes de publication en oncologie, est 2e dans le monde, alors qu'en termes de brevets, elle est plutôt entre la 10e et la 20e place, suivant les années. Et en termes de capitalisation des startups, elle est plutôt, pas du tout au même rang, en tout cas, plutôt au-delà de la 10e place. Or, ce qu'on voit, c'est que plus de 80%, on estime, des molécules qui ont le reprovol à la FDA sont nées dans des startups. Et donc, on voit bien que l'excellence de la recherche scientifique française n'arrive pas à se transformer en solution pour les patients, puisqu'elle passe à 80% par le passage startup. Et donc, cette fondation est en train de construire un petit peu la station F de l'oncologie, à côté de Gustave Roussy. Gustave Roussy, qui est le premier hôpital en oncologie en Europe. Dans les classements, il oscille dans le top 5 mondial, 2e certaines années, 4e cette année. Et l'idée, c'est vraiment de faire un quartier de ville contre le cancer autour de Gustave Roussy, qui réunit plus de 100 000 m² de labo-bureaux à destination d'entreprises privées. Il y aura des capabilities comme une animalerie, des CRO, donc des sous-traitants en termes de recherche, avec la possibilité justement de faire de l'imagerie, de l'analyse cellulaire, du triage, mais aussi tout un ensemble de services qu'on est en train de construire à destination des gens qui créent de ces entreprises qui se lancent dans le développement de médicaments ou de dispositifs médicaux comme les biopsies liquides ou d'aide aux chirurgiens, pour innover le plus rapidement possible. Alors, merci beaucoup, Axel Ayad. Ma question est pour vous. On vient de l'entendre avec Benjamin Garel. La France est véritablement un territoire d'innovation. Après, la question, c'est est-ce que ces innovations arrivent bien jusqu'aux patients? Vous, avec votre casquette patient, justement, est-ce que vous pouvez nous partager votre point de vue sur cette question? Alors, je pense que la recherche, d'un point de vue patient, c'est un petit peu le gold standard, comme on peut l'avoir dans le médicament. C'est-à-dire que c'est très bien organisé, les patients sont très vite repérés par les oncologues, il y a un engagement du patient parce qu'il y a cette urgence à obtenir des bons traitements et cette peur de la mort qu'on peut avoir dans le cancer. Donc, pour d'autres pathologies chroniques, on voit très souvent tout ce qui se passe en termes de recherche, de traitement, de collaboration dans le cancer comme étant vraiment l'organisation qu'on souhaiterait avoir dans d'autres pathologies. Donc tout ce qui existe, on parle aussi en termes de données, ce qui a été créé avec l'INCa,
n'existe pas dans les autres pathologies et ça a des impacts directs pour les patients. L'impact le plus éloigné qu'on puisse penser, c'est l'accès aux prêts immobiliers typiquement, parce qu'on manque de données dans d'autres pathologies que le cancer. Donc ça va vraiment très loin et on rêve effectivement que l'organisation de la recherche pour le patient dans le cancer puisse être l'organisation type qu'on puisse avoir dans d'autres pathologies. Alors, Reda Guilla, vous êtes le président de Pfizer France. On parle de recherche, donc vraiment en amont. On le verra sur la deuxième table ronde où notamment l'intelligence artificielle a changé beaucoup de choses. Mais vous vouliez aussi souligner l'importance en fait, du numérique. En fait, elle a transformé chez vous l'approche de la recherche. Est-ce que vous pouvez nous partager? Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, moi je dirais que vous parlez de numérique, mais notamment au niveau de numérique, il y a l'IA qui a complètement transformé toute la recherche scientifique. Vous savez, quand on parle d'un développement d'un médicament, etc., il y a deux phases. Hein. Il y a la phase préclinique, c'est ce qu'on appelle le drug design, c'est quelque part entre 4 à 7 ans. C'est long, 4 à 7 ans au niveau du laboratoire. Après, vous passez au niveau de la recherche clinique. Et là vous avez entre, grosso modo, je dirais 7 à 10 ans. Vous y arrivez à 15 ans pour développer soit un médicament, soit un vaccin. Alors, l'idée de l'intelligence artificielle qui est actuellement mise en place, c'est de voir comment peut-on aujourd'hui faire deux choses. Un, accélérer le développement dans ces deux phases. Et le deuxième, qui est très important aussi, c'est d'augmenter les chances de succès. Alors, vous prenez la recherche clinique, la phase 1, 2, 3. Je vais partager avec vous notre expérience au niveau de ma société Pfizer. C'est que nous avons réussi quelque part à multiplier par 3 les chances de succès. On est passé quelque part de 7% à aujourd'hui un peu plus que 20%. On est autour de 21% dans la phase clinique. Après, vous regardez par rapport à tout ce qui a trait à l'accélération. Et là, on voit que les 3 dernières années, on a gagné quand même 3 ans. Et il y a encore une dynamique très positive. Il y a des nouveaux algorithmes, de nouvelles méthodes qui sont mises en place. Maintenant, de la phase préclinique, je peux vous dire que c'est un très, très grand défi. Pourquoi? Parce qu'on commence avec une page blanche. Vous avez aujourd'hui des bibliothèques avec des milliards de molécules. L'idée, c'est de trouver un moyen de cribler toutes ces molécules-là, pas les milliards bien sûr, mais on crible au moins une dizaine de millions de molécules. Et c'est là où il faut trouver des méthodes qui soient, je dirais, très efficaces afin d'identifier la molécule qui pourrait agir sur la cible thérapeutique. La cible thérapeutique, c'est quasiment la protéine qui est responsable de la maladie pour pouvoir, quelque part, la neutraliser. Alors, vous savez, avec l'intelligence artificielle, quelque part, on essaye, c'est comme avoir un trousseau de clés et une serrure, on essaye quelque part de tester toutes les clés pour voir laquelle va fonctionner là-dedans. Je vais vous donner un exemple qui est vraiment très parlant. Au niveau de ma société, nous avons fait un investissement, il a été annoncé il y a 2 semaines, avec une société américaine au niveau de l'intelligence artificielle en recherche. C'est Post-IRA, ça s'appelle Post-IRA. C'est le 3e type de partenariat qu'on a fait avec cette société-là. Bon, le montant total est assez important, c'est 610 millions de dollars. L'idée, c'était vraiment d'accélérer, mais de se focaliser un peu sur ce qu'on appelle les petites molécules. C'est les molécules avec synthèse chimique ou les ADC. Les ADC, c'est les anticorps médicaments conjugués. Anticorps conjugués médicaments qui sont quelque part la nouvelle génération au niveau de l'oncologie, du développement en oncologie. Et c'est voir comment on peut l'accélérer. Et on se base sur les bases de données. Nous avons des bases de données qui dépassent maintenant les 10 ans, avec des données notamment en oncologie depuis très longtemps. Et on voit comment on peut, quelque part, coopérer avec cette nouvelle plateforme d'IA de Post-IRA. Et c'est comme ça qu'on essaye d'avancer au niveau de la préclinique. Merci, Reda. Merci beaucoup. Corinne Blachier-Poisson, vous êtes la présidente de Amgen France. Alors, on a préparé cette table ronde ensemble, on a fait quelques calls et au cours de nos échanges, vous avez notamment insisté sur l'impact de la nouvelle dimension des essais cliniques pour les patients, notamment en termes d'accès, de réduction de temps. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment le numérique permet, comme ça, quel est l'impact du numérique sur les essais cliniques aujourd'hui ?
Oui, merci Sandrine. Alors oui, Reda a bien présenté tout le bouleversement de l'IA au niveau global pour un laboratoire pharmaceutique au niveau de la R&D globale, mais ça a aussi beaucoup d'impact au niveau des filiales qui mènent des essais cliniques, et c'est une activité extrêmement importante, la recherche clinique. Et donc nous avons deux projets qui me semblent intéressants, qui utilisent l'IA et de manière très concrète. Alors d'ailleurs, je crois que j'ai même une slide pour les synthétiser, voilà. Avec un projet EPIC, qui donc nous a fait travailler avec une société d'intelligence artificielle et le CHU de Toulouse, et qui avait pour objectif de revenir sur l'inclusion dans un essai clinique qui concernait un médicament en oncologie, dans le cancer du poumon. Donc on avait fait, il y a quelques années, un recrutement classique, manuel, on va dire, et on a utilisé l'IA l'année dernière, qui nous a permis, toujours sur le même CHU, de voir combien de patients nous aurions pu identifier avec l'IA à la même période, et les résultats étaient très clairs. On identifiait quasiment, avec beaucoup moins, en très peu de temps, beaucoup plus de patients que ce qui avait été fait lors de l'essai clinique de manière traditionnelle. Donc on est vraiment dans de l'amélioration de l'efficience et de la rapidité. Donc ça, c'est un premier exemple. Et puis un autre que je souhaitais partager, qui est celui que nous menons avec la société Clinéo, qui a pour objectif de créer en fait une plateforme de mise en relation entre les investigateurs d'essais cliniques, et nous avons choisi l'oncologie comme premier exemple emblématique, et les patients. Une nouvelle fois, nous utilisons l'IA pour identifier via des algorithmes les critères patients, géographiquement et médicalement, et les mettre en relation sur cette plateforme avec les investigateurs afin qu'ils puissent évaluer s'il est pertinent de les inclure dans les essais cliniques. Donc je trouve que c'est deux exemples très concrets qui montrent que aujourd'hui, et d'ailleurs même depuis hier, nous travaillons vraiment efficacement avec l'IA pour améliorer et accélérer la recherche clinique, et donc c'est au bout du compte l'accès aux patients de ces solutions thérapeutiques de demain. Merci Corinne d'avoir précisé également sur Clinéo, qui donc est une des startups que vous pouvez retrouver dans le village Innovation et Startup, et que Monsieur le ministre de la Santé a rencontré également ce matin sur un sujet important par rapport à l'accès pour les patients d'essais cliniques. Oui. Merci beaucoup, en effet. Alors, on l'a entendu avec vous, Corinne, on l'a entendu également avec vous, Axel. L'enjeu et l'intégration des patients dans le processus est clé. Benjamin Garel, je me tourne vers vous, parce qu'au début de cette table ronde, vous avez exposé la dynamique d'innovation qui irrigue finalement PSCC. Comment PSCC adresse cette question de l'accès patient et donc d'aller jusqu'au bout, d'inclure le plus de patients possible également? Alors, on travaille concrètement avec plusieurs associations de patients pour que les startups puissent travailler avec les patients et voir un petit peu comment designer le meilleur produit, la meilleure solution, le meilleur produit pour accompagner et soigner le patient. Ça, c'est pour la version concrète, et la version virtuelle, c'est d'accéder aux données de vie réelle des patients. Ça nous a paru être un enjeu clé sur tout ce qui était IA. Si on veut que les modèles IA soient performants et innovants, c'est d'accéder à des données de vie réelle de manière profonde, c'est de pouvoir accéder à des données génétiques et des données d'anatomocytopathologie ou d'imagerie. Et donc là, on finance plusieurs hôpitaux, notamment Gustave Roussy, Curie, la PHP, Foch et d'autres hôpitaux européens, pour qu'ils structurent les données, toujours qu'en oncologie, et que ces données soient rapidement accessibles dans le cadre de la loi, en moins de 3 mois, pour les startups. Donc données virtuelles, mais aussi échantillons, puisque pour un échantillon, il faut toujours savoir quel traitement avait le patient avant, puisque des fois, on est obligé de remonter carrément au niveau des données. Donc, nous, on travaille énormément avec les patients. Ils sont présents dans toutes nos instances. On fait des relations des startups avec les patients. Et puis, bien sûr, il y a cette mise en relation sur les données de vie réelle des patients. Alors, c'est un point important que vous avez évoqué sur les données de santé, puisque, Axel, je me retourne vers vous. On sait que c'est un sujet qui est sensible pour les patients, pour les acteurs du système de santé en France et aussi en Europe. Et lorsqu'on a évoqué, on a préparé avec Sandrine et vous la table ronde,
vous avez eu un propos très clair en disant mais il faut arrêter de voir ce qu'on peut penser des patients par rapport à la data. Il y a une position beaucoup plus claire et tranchée. Est-ce que vous pouvez la partager ? En fait, dans la donnée de santé, quand on est patient, c'est un peu comme si vous demandez à la population générale ce qu'ils pensent des laboratoires pharmaceutiques. La population générale va dire « Ouh là là, les grands méchants ». Quand on est malade, en fait, les laboratoires pharmaceutiques, c'est ceux qui vont vous sauver, qui vont améliorer votre qualité de vie. Et donc, vous êtes très engagé à ce que le laboratoire puisse avancer, puisse investir. Et si vous pouvez le remercier, vous irez même jusqu'à le remercier. Et en fait, c'est exactement pareil dans les données de santé. Si vous demandez à la population générale s'ils souhaitent donner accès à leurs données de santé, vous allez avoir une réponse assez négative. Si vous demandez à une population de patients, s'ils comprennent bien quel est l'enjeu derrière et que ça peut améliorer leur qualité de vie et qu'on en a besoin pour la recherche, ils diront oui. Un exemple, sur Mapato, on a 150 000 patients utilisateurs avec un taux de 80% d'acceptation de l'usage des données de santé. La thématique aussi, c'est, je pense que les patients n'ont pas conscience, comme l'expliquait Benjamin, qu'on a besoin d'énormément de données pour entraîner de l'intelligence artificielle. On a souhaité sur Mapato développer des IA qui permettent de détecter des comorbidités sur la base des pathologies déclarées, des symptômes, des constantes et de l'évolution et de la préparation de la consultation. Malheureusement, l'enjeu, c'est de la donnée de qualité. Et malheureusement, aujourd'hui, pour une recherche efficace, il faut de la donnée de qualité, accessible, de façon très large, et c'est aujourd'hui notre problématique. Donc c'est pour ça on en discutait. Pour moi, la base de données qui pourrait permettre aux innovateurs, aux startups, aux laboratoires de qualifier des données et d'avoir de la donnée pérenne, c'est vraiment mon espace santé. Je pense que personne n'y a pensé, malheureusement, mais aujourd'hui, le CNDS est assez limité. L'endroit où vous avez énormément de données et où le patient peut consentir à l'usage de ces données ou être interpellé si jamais il y a un innovateur qui souhaite accéder à ces données, mais vraiment il faut expliquer pourquoi on demande l'accès aux données et qu'elles seront bien sûr anonymes et qu'elles ont une finalité au sens vraiment RGPD. Je pense que la majorité des patients seront vraiment d'accord pour donner accès à ces données. Aujourd'hui, c'est compliqué. Si vous souhaitez intégrer une étude clinique, c'est très top-down. C'est votre médecin, pendant une consultation, qui va regarder, qui va être investigateur pour la plupart du temps, qui va voir votre dossier et qui va penser à vous. En tant que patient, c'est très compliqué de sonner à la porte de votre médecin et de dire « toc, 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 j'ai vu qu'il y avait une étude clinique, je souhaiterais en faire partie ». Mais des plateformes comme Clinéo, typiquement, permettront de permettre aux patients d'être proactifs, de remplir des critères d'inclusion, ce qui est très compliqué aujourd'hui pour le patient de comprendre s'il peut rentrer ou pas dans une étude, et encore plus de demander à son médecin d'en faire partie. Et donc des plateformes innovantes comme Clinéo, si ça s'ouvre à d'autres aires thérapeutiques que le cancer, permettront largement ça. Donc on a aujourd'hui les outils numériques pour permettre aux patients qui sont proactifs et qui souhaitent participer à la recherche pour faire évoluer leur qualité de vie in fine, c'est très individualiste, un patient, s'il ne voit pas son intérêt derrière individuel, il ne va pas agir. Mais comme tout à chacun, on vous demande de remplir dans la rue un questionnaire. Si vous ne voyez pas votre intérêt à répondre à ce questionnaire et que vous ne recevez pas les résultats, vous n'allez pas participer. Un patient, c'est pareil. Mais aujourd'hui, je pense qu'on a largement les plateformes pour le faire. D'accord, on le voit effectivement en vous écoutant, il y a une vraie volonté des patients. Alors, pour résumer, peut-être reprendre aussi sur la matinée, il a beaucoup été question d'intelligence artificielle. Il sera encore beaucoup de questions d'intelligence artificielle au cours de l'année, on l'a vu avec nos invités de ce matin. Et du coup, je me tourne vers vous, Corinne Blachier-Poisson, parce que vous pilotez le projet intelligence artificielle au sein du comité stratégique de filière industrie et technologie de santé. Comment justement ce comité œuvre pour plus de collaboration d'une part dans l'écosystème et avec cet enjeu d'inclure les patients? Alors juste pour donner un peu de contexte, le comité stratégique de filière, c'est une initiative sous l'égide du ministre de l'Industrie qui a pour objectif de créer des filières attractives,
coordonnée, structurée en France sur un certain nombre de sujets stratégiques. Et donc le programme dont je m'occupe, c'est IA et santé, qui a pour objectif de rassembler les industriels des produits de santé, des solutions numériques, les académiques, et les professionnels de santé et les pouvoirs publics, tous les acteurs autour de l'IA et de la data au sein des pouvoirs publics, avec bien sûr un acteur majeur qui est le Health Data Hub et un certain nombre d'administrations et d'acteurs extrêmement importants. Donc l'idée, et on a identifié donc plusieurs thèmes très importants. Je reprendrai celui que Axel a mentionné. C'est celui de la qualité des données, de la rapidité. Donc vraiment, on a besoin, et nous avons beaucoup de données en France. Elles sont structurées, mais il faut qu'on y ait accès de manière relativement simple, rapide, pour ne pas qu'elles perdent en qualité et en pertinence temporelle. Il faut qu'on puisse faire des études de faisabilité pour savoir si cette base va répondre à la question scientifique qu'on se pose. Qu'elle soit, et que l'on ne perde pas un temps infini à bâtir des contrats juridiques, réglementaires. Donc il faut vraiment, et on a vraiment les moyens, et c'est vraiment, je pense que tous les acteurs autour de la table du CSF se sont d'accord dans cet objectif. Autre point, nous avons aussi un groupe de travail sur le patient avec le HDH, et j'ai été très surprise, et ça reprend tout à fait votre commentaire, Axel, qui est que le HDH a fait beaucoup d'études sur le sujet, et tous les patients et les représentants que j'entends me montrent bien qu'il n'y a pas du tout une méfiance radicale et spontanée des Français vis-à-vis des données et de l'IA. C'est juste que, comme tout adulte, ils cherchent à comprendre à quoi servent ces données, à quelle va être la fin scientifique de l'utilisation de ces données primaires et secondaires, et qu'en fait, il faut faire de la pédagogie, mais qu'on n'a pas besoin de partir du présupposé, au contraire, qu'il y a une méfiance, mais au contraire de partir sur l'idée qu'il y a une appétence à comprendre et à faire participer ces données, bien entendu, à condition qu'elles servent ensuite l'intérêt patient. Et je pense qu'on est tous là pour ça. Merci Corinne. Reda, par rapport à ce qui vient d'être dit depuis tout à l'heure, et vous l'avez indiqué dans la première partie, sur l'importance des partenariats, vous avez notamment précisé un investissement, mais vous travaillez aussi sur un écosystème où vous intégrez également les startups. La question, c'est en quoi c'est important de développer pour un industriel comme Pfizer, cet écosystème pour l'intérêt des patients? Bien sûr, Jérôme. Alors, tout d'abord, l'innovation n'arrive pas par hasard. Il faut aller la chercher, etc. Même pour les grosses sociétés, même une société de notre taille, on ne peut pas tout faire tout seul. J'ai beaucoup aimé, il y a un intervenant avant moi qui était assis exactement ici et qui a dit l'adage a changé. L'adage a changé. On peut aller ensemble plus vite et plus loin. C'est exactement ça, c'est la collaboration. D'ailleurs, c'est pour cela que ce soit au niveau privé, public, etc. Nos chercheurs collaborent énormément, comme d'autres sociétés d'ailleurs, on collabore énormément avec beaucoup d'entités externes, soit internationales ou nationales, au niveau international ou au niveau national. Alors, je vais vous donner des exemples. Tout d'abord, par l'international, il y a un projet qui me tient à cœur énormément. J'ai eu l'opportunité d'y participer il y a quelques années. Il est encore en cours. Ça s'appelle le IMI Big Picture. Ça, c'est un consortium qui existe. Il y a dedans 12 pays européens, des sociétés pharmaceutiques privées, type Pfizer et d'autres sociétés, mais surtout le public, des instituts comme, par exemple, en France, l'Institut Pasteur. Et l'idée, c'est de créer la base de données la plus vaste au monde, à travers un certain nombre de maladies. Là, l'objectif, c'est de dépasser les 3 millions d'échantillons. C'est des échantillons biologiques qui ont été quelque part numérisés. Et grâce, bien sûr, à l'intelligence artificielle, aux plateformes, etc., on arrive quelque part à faire des analyses et à travers toutes ces maladies, tous ces échantillons-là, et puis on arrive à identifier la problématique qui existe, l'anomalie qui existe au niveau de la maladie. Et
Et c'est grâce à cela qu'on peut aussi beaucoup améliorer un certain nombre de choses, comme par exemple le traitement, comme par exemple aussi l'identification du patient. Alors, ça c'est au niveau international. Au niveau national, vous savez, il y a quelques années, nous avions pris une grosse décision au niveau de ma société de vraiment analyser le marché français et voir si on pourrait investir dans l'écosystème. On a fait un gros investissement, 3 années de suite, 500 millions par année. On est aujourd'hui autour de 750 millions. On va dire que la moitié a déjà été investie. 1,5 milliard. Et aujourd'hui, on a investi autour de 750 millions. 40% de cela, de cette somme-là, est au niveau de la recherche, que ce soit la recherche fondamentale ou la recherche clinique. Et au niveau de... l'idée était quelque part de voir... Je crois, Benjamin, tu en avais parlé des biotech, de l'écosystème, qu'on peut encore aller plus loin. Et c'est vraiment, on a identifié des endroits où il manquait du financement. Ça, c'est le premier. Et le deuxième, c'est tout ce qui est nouvelles plateformes, c'est-à-dire des innovations de rupture. Et c'est là où on s'est beaucoup investi. Alors, comme stratégie qu'on a suivie, il y a 4 types de stratégies locaux actuellement en France qu'on fait au niveau partenarial. Alors, le premier, c'est très classique, c'est des biotech, on investit dans des biotech. Mais plus intéressant encore, c'est on découvre qu'en France, il y a des sociétés qui sont spécialisées en préclinique pour ramener la molécule jusqu'au, on appelle ça bench to bed, jusqu'au patient. Il y a des exemples, Edelris par exemple au niveau de Lyon. Il y a aussi un certain nombre, Evotech par exemple, ils ont d'ailleurs 900 collaborateurs à Toulouse, on travaille beaucoup avec eux. Ils utilisent énormément leur plateforme d'intelligence artificielle. Alors ça c'est un modèle avec lequel on travaille énormément. Un autre partenariat, c'est un partenariat, je dirais, qui est plus public-privé. Et j'ai entendu mes collègues en parler là-dedans. Il y a par exemple l'INSERM, il y a aussi la FIAC, qui a filière intelligence artificielle cancer, à laquelle on fait partie, l'IFM, etc. On regarde aussi où il pourrait y avoir des opportunités, mais très très en amont avec des startups, okay, des incubateurs, ce qu'on appelle les incubateurs. Et là d'ailleurs, on est membre fondateur de Biolabs au niveau de l'AP-HP. Et au niveau de l'AP-HP, vous voyez, c'est très intéressant comme modèle. On offre 1 an de résidence pour ces startups, deep tech, etc., dans leurs solutions de santé. Mais il se trouve, par exemple, au niveau d'un hôpital, au niveau de l'AP-HP. Dans ce cas-là, c'est l'Hôtel Dieu. C'est vraiment très bien équipé pour eux. Ils peuvent accélérer leur développement. Ça, c'est le troisième. Le quatrième, d'ailleurs, qui aussi me tient énormément à cœur, c'est ce qu'on appelle le PHHF. Et on en avait discuté à plusieurs reprises, Jérôme. Et on va reparler ce soir. Pfizer, et on en reparle d'ailleurs ce soir. Pfizer Healthcare Hub France, c'est vraiment chercher les pépites au niveau de la France et des startups, des deep tech, et les accompagner, mais surtout accélérer le développement de leurs solutions de santé. Beaucoup d'entre elles utilisent l'IA. On travaille avec eux depuis 5 ans. On voit déjà un certain nombre de lauréats qui est arrivé à commercialiser un certain nombre de produits. Et d'ailleurs, vous avez parlé de cela. Je prends l'opportunité. Aujourd'hui, à 17h45, nous avons l'opportunité d'en discuter avec toutes ces startups. C'est à 17h45, si je ne me trompe pas. Et le thème, c'est comment accélérer leurs solutions en santé. Alors, tout ça pour vous dire, écoutez, nous avons un rêve. Comment dire? Nous avons un rêve. Et notre rêve, vraiment, c'est de trouver en France la biotech du futur, au niveau de la France. L'Allemagne l'a fait. Maintenant, c'est le tour à la France. Écoutez, Reda, c'est une belle ambition qui est partagée. Comme vous l'avez dit, on va se revoir ici à la Master Stage, donc à 17h45 après
les 7 ateliers thématiques des grandes tendances de la e-santé. Mais je sais voilà, que vous êtes passionné par cette innovation et dans le cadre de notre média vidéo L'œil de la e-santé, hein, qui, je le rappelle, est votre création, puisqu'elle a été faite suite au questionnaire qu'on a fait l'an dernier, et notamment voilà, cette idée d'avoir un média que vous allez voir tout au long de l'année. On a parlé forcément de l'interview en marchand, et on voudrait finir sur ce sujet autour de l'oncologie. On vient de le voir, le numérique a changé, et avec l'équipe d'Interaction Healthcare et de l'œil de la e-santé, on va vous présenter un teaser vidéo de quelques minutes sur un documentaire vidéo qui va sortir dans quelques semaines, qui est sur un format long. On est sur à peu près 45 minutes de documentaire et qui va mettre au cœur l'histoire, bien sûr, d'une patiente qu'on va découvrir un petit peu plus tard dans le mois de février, vous verrez, mais également aussi beaucoup d'acteurs. Donc vous avez quelques minutes et vous avez parlé notamment de la FIAC, donc la filière intelligence artificielle et cancer avec Frédéric Collet, qui n'est pas dans le teaser là aujourd'hui, mais qui sera dans le documentaire et qui a partagé sa vision. Donc je vous remercie encore tous les 4 pour votre table ronde et puis on vous projette le film tout de suite. Merci beaucoup.